rassemble ce soir, et nous sommes évidemment très heureux, avec l'ensemble des collègues, que vous ayez répondu si nombreux à cette invitation. Invitation à un moment qui est d'abord un moment de partage entre des acteurs publics, des acteurs associatifs, des acteurs professionnels de la vie de ce territoire, de la vie de Provins. Une vitrine en quelque sorte de ce dont nous avons collectivement le plus besoin, le sens de l'engagement, car il est indissociable à nos yeux de la citoyenneté. 2020, vous le savez, sera pour les communes de France une année singulière. Année où le sablier démocratique va se vider avant de se retourner. Année aussi, et c'est important, d'un grand bouleversement fiscal. Je voudrais m'y attarder un peu, car on parle en définitive de questions qui paraissent techniques, mais qui relèvent justement de l'engagement citoyen, des questions qui touchent au lien et à la cohésion sociale, des questions qui touchent aussi, c'est très important, au consentement à l'impôt. Sous prétexte qu'il se serait délité et qu'il s'agit d'un grand mot, le consentement à l'impôt, on n'ose plus en parler. Et pourtant, il est indispensable au fonctionnement régulier du pacte républicain. Ce pacte, vous le savez, c'est celui de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est l'article 14 de cette déclaration qui est en jeu dans cette affaire. C'est l'un des articles, beaucoup d'entre vous étaient présents, que nous avions lu lors des cérémonies du 14 juillet 2019 en Ville-Haute, au pied de l'arbre de la liberté, planté en 1989. Cet arbre, beaucoup d'entre vous le connaissent, grandit pas à pas, peu à peu, au pied de la tour César et surplombe l'école maternelle de la Ville-Haute. Cet article 14 dit une chose assez simple. Il rappelle que tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique et de la consentir librement. De ce point de vue, 2020 sera un moment de rupture et plonge les collectivités du bloc communal, communes et intercommunalités, et le conseil départemental, cher Patrick, dans une forme d'épais brouillard. Le président de la République a décidé la suppression de la taxe d'habitation. On rase gratis, c'est très bien pour ceux qui en bénéficient déjà, ce sera très bien pour ceux qui en bénéficieront bientôt. La taxe d'habitation, vous savez, c'est l'une des principales ressources des communes. Je reste, à titre personnel, très dubitatif et inquiet dans la durée de l'effet de cette mesure sur le pacte communal qui devrait lier, qui lie les habitants d'une même commune. Y aura-t-il demain deux catégories de citoyens face à l'impôt? Qu'en sera-t-il demain du pacte entre les foyers qui ne paieront plus du tout d'impôts communaux et les autres, ceux assujettis à la taxe foncière, simplement parce qu'ils ont un défaut, c'est d'être propriétaires. On nous disait, on pense d'ailleurs toujours qu'être propriétaire, c'est le rêve de toute une vie pour de nombreux Français. Cela ne le sera peut-être plus, car demain, le propriétaire sera le contribuable de rang 1, pour ne pas dire la vache à lait, avec, dans les communes, le risque qu'il ait beaucoup plus de devoirs, de payer encore, que de droits. Soit, la taxe d'habitation disparaît, il fallait donc la remplacer. Et tenez-vous bien, elle est remplacée dans les budgets des communes par la partie de la taxe foncière aujourd'hui levée par les départements. Moyennant quoi, on ne se contente pas dans ce mécanisme fiscal incompréhensible de fragiliser le pacte fiscal communal, on prive les départements, je pense que tu vas dire un mot Patrick, de leur principale et unique ressource fiscale. L'année prochaine, les départements ne voteront plus d'impôts et recevront royalement une fraction de TVA octroyée par l'État. Vous savez que la TVA est un impôt très cyclique, et qu'au moindre coup de vent économique, les recettes de TVA peuvent s'effondrer, on a de quoi être très inquiet. Un grand département comme la Seine-et-Marne, qui gère un budget d'1,4 milliard d'euros, n'aura plus de ressources propres alors qu'il gère les collèges, les routes, le RSA, l'APA pour nos anciens, la prestation de compensation du handicap et également le service départemental d'incendie et de secours. Le service départemental d'incendie et de secours, justement, pour lequel nous avons fait, Patrick y reviendra, faisons et allons faire des efforts considérables parce que nos pompiers exercent des missions qui méritent réellement de la considération de la nation,
indispensable alors qu'ils sont engagés dans une grève nationale depuis trop longtemps. Pourquoi sont-ils engagés? Pour simplement obtenir une mesure de justice, l'augmentation de leur prime de feu. Je voudrais dire qu'ici à Provins, et évidemment dans notre département, ils ont notre soutien total. Un grand département comme la Seine-et-Marne perdra donc bientôt son lien fiscal et citoyen qui est Seine-et-Marnais. Je crains que ça n'aille à contre-courant d'un mouvement profond dans les territoires, un mouvement très profond des citoyens qui réclament beaucoup plus de liberté locale, beaucoup plus d'engagement local, beaucoup plus d'initiatives locales et surtout beaucoup plus de responsabilité au plus près du terrain. Responsabilité exercée par des élus, vous en avez les preuves vivantes ici, qui ont le sens de l'engagement, qui ont envie de s'engager pour le bien commun, les privés du levier et des moyens d'action à ce moment précis est, de mon point de vue, une profonde erreur. Après une baisse sans précédent des dotations de l'État pendant 4 années, les dotations de l'État ont baissé, on prive les assemblées délibérantes d'une grande liberté républicaine, celle de répondre au consentement à l'impôt de nos concitoyens. Car tout le monde le sait ici et ailleurs, que si l'on veut des transports publics, si l'on veut des crèches, si l'on veut des centres de loisirs sans hébergement, des services publics efficaces, il faut accepter d'y consacrer des moyens publics. Et lorsque ces moyens sont décidés et utilisés localement, la démocratie s'en porte évidemment beaucoup mieux. Je voudrais vous donner 2 exemples précis qui démontrent que la responsabilité locale est importante et qu'elle est un gage d'efficacité. La première, et je suis un peu confus de l'évoquer, est celui de notre ligne SNCF. Un peu confus de l'évoquer car on se doit évidemment revenir sur les 6 semaines qui se sont écoulées depuis le début de la grève contre la réforme des retraites. Notre ligne a été impactée de manière incompréhensible par ce mouvement de grève. Sur les 21 allers-retours quotidiens habituels, il n'y en avait pas 5, pas 4, pas 3, pas 2, pas 1, 0. 0. Alors ça va un peu mieux depuis quelques jours, mais pendant au moins 3 semaines, les usagers ont beaucoup souffert. Ça a été une véritable punition pour eux. Ils ont usé du système Super D pour survivre, et tout ça évidemment n'est pas très sérieux. Plus d'1 mois de galère totale. Les responsables, alors on ne les identifie pas toujours précisément, par contre les victimes n'avaient rien demandé, et certainement pas de subir les conséquences d'une réforme. Qui n'en est pas vraiment une. Vous avez dit, cher Christian, que cette réforme, on n'a plus que le nom, il y avait des entorses successives au principe hypothétique d'un régime unique. Vous aviez 100 fois raison. J'en profite pour saluer nos amis qui nous ont accueillis sur le parvis du centre culturel, pour leur dire que je pense qu'ils se sont trompés d'adresse et que s'ils avaient été à l'Élysée, ça aurait été aussi bien. On les a accueillis avec beaucoup de plaisir quand même. Revenons à quelque chose de plus positif sur cette ligne SNCF. Vous savez, c'est l'électrification de la ligne. Vous connaissez toutes et tous, on en a beaucoup parlé, les tenants et les aboutissants de ce dossier, qui est majeur pour notre territoire, majeur pour la Seine-et-Marne. Vous savez surtout que sans la mobilisation considérable de la région, du département, rien n'aurait été possible et nous attendrions encore. Nous attendrions que le tunnel des Bouchots à Saint-Loup-de-l'Eau saute. Il a sauté, je ne sais pas si Gilbert Delpont est là, mais il a sauté, c'était en juillet dernier. Les caténaires ne seraient pas en cours de pause et les ponts partout sur le tracé ne seraient pas en cours de rehaussement. Le deuxième exemple, c'est celui de la fibre optique. La communauté de communes du Provinois a fait ce choix en lien avec Seine-et-Marne numérique sur 40, plus exactement 39 communes, 99% des prises sont posées. Les taux d'abonnement progressent chaque jour, la concurrence entre les opérateurs est très vive, au plus grand bonheur évidemment des usagers que nous sommes, et rien n'aurait été possible non plus dans ce domaine sans la volonté des élus. Un petit scoop, avec le podium de 3 communes de notre communauté de communes dans lesquelles le taux d'abonnement est plus élevé, donc médaille d'or, avec 60% de taux d'abonnement, je ne sais pas si vous imaginez, 60% de taux de pénétration. Je ne sais pas si le maire de Frétois est là, Dominique, donc Frétois, premier, 60%. Deuxième ex-aequo avec 58%, les communes de Banot et Poigny, 58% d'abonnement. Et enfin, troisième, la commune de Rouny avec 50% de taux de pénétration. Pour ce territoire provinois, qui est l'un des mieux, pour ne pas dire le mieux, desservi de Seine-et-Marne aujourd'hui, la fibre est un progrès considérable.
Nous n'avons pas encore mesuré toutes les implications positives que cela aura sur nos vies quotidiennes et sur l'attractivité économique de ce territoire. Je pourrais d'ailleurs donner un troisième exemple, cher Président, et saluer, si vous me le permettez, la décision extrêmement courageuse que Patrick Septier, le président du conseil départemental, vient de prendre. C'est le deuxième département de France qui prend cette décision. Il a décidé de remettre à 90 km/h 500 km de route départementale. Et on le remercie infiniment de cette décision, notamment parce que toutes les routes qui viennent et qui partent de province sont concernées. Merci, cher Patrick. Le code électoral et la prudence nous empêchent, vous savez, cette année de parler de 2020. Je me concentrerai rapidement sur l'année 2019, une année marquée par l'éclosion de plusieurs projets portés par la communauté de communes du Provinois et la ville de Provence. Au début du mois de février, le concert inaugural des orgues de Saint-Ayoul, restauré, fut la touche finale à la restauration de l'église Saint-Ayoul. Il annonçait l'inauguration du chevet de Saint-Ayoul, moment émouvant, moment intense, point d'orgue en quelque sorte d'un projet qui nous dépasse. On se souviendra de ce 18 avril 2019, pas seulement parce que c'était quelques jours après l'incendie mémorable de Notre-Dame de Paris, car ce chevet est une merveille pour Provins, une merveille pour la ville basse. On se souviendra également que ce jour, la ville a signé avec l'État, la région et le département de Seine-et-Marne la nouvelle convention de restauration du patrimoine provinois après celle de 2005. Il ne restait qu'à en valoriser les visites guidées. Ce fut chose faite le 25 juillet dernier, avec la mise en service des audioguides par notre office du tourisme, que je remercie évidemment de son application. Le 8 juin 2019, la communauté de communes a livré le parvis de la gare SNCF reconfiguré, avec en particulier une vraie satisfaction, car le carrefour de la rue des Bords, les Provinois connaissent bien le carrefour de la rue des Bords, avec l'avenue Jean Jaurès, n'est plus aujourd'hui le point dur qu'il était en matière de circulation et de sécurité routière. Le 10 juillet 2019, la police municipale a intégré ses nouveaux locaux, place Saint-Ayoul. Permettez-moi de remercier sincèrement nos agents de police municipale et notre chef de police municipale qui a su, à un moment douloureux de sa vie personnelle, mener à bien les chantiers dont il avait la charge, recrutement, pilotage, alerte SMS et armement. Le 30 août 2019, la médiathèque Alain Perfit a été ouverte au public. La fréquentation des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs augmente de façon considérable. C'est naturellement une fierté de pouvoir associer ce beau lieu, ce si beau lieu de culture à la mémoire d'Alain Perfit. Cette mémoire, notre ville l'a honorée comme il se devait à la fin du mois de novembre dernier, à l'occasion du 20e anniversaire de sa disparition. Ces enfants présents ont été très sensibles à nos marques d'affection. Ce moment était aussi une manière de ne pas oublier d'où nous venons et de ne pas oublier ce que cette ville lui doit. Une pensée également, vous me le permettrez, pour Robert Chevalier qui nous a quittés le 23 juin dernier. En août, la maison de santé de Sourdin a ouvert ses portes, portée par la communauté de communes. Elle a permis de fixer, c'est très important, un médecin généraliste qui a déjà beaucoup de patients. Tout début septembre, la piste d'athlétisme rénovée a été rendue à notre club d'athlétisme et à ses utilisateurs avec une cage de lancer, avec un éclairage pour celles et ceux qui aiment courir en soirée, il y en a beaucoup à Provins, avec de nouveaux abords et une ouverture sur la ville, côté allée d'Aligre et côté route de Danteuil. Une ouverture qui change tout, vous l'avez constaté, une petite confidence pour ce point précis. Dans la vie, d'une manière générale, il faut savoir écouter, concerter, c'est indispensable, mais parfois il faut savoir aussi décider, prendre des risques, c'est important également. Et je dois vous avouer, s'il y a une décision que je ne regrette pas, certains l'ont déjà d'avoir prise, c'est celle de supprimer les palissades côté route de Danteuil, parce que c'est quand même beaucoup plus beau comme ça. Début septembre aussi, sur le quartier de Chambenois, l'aire de grand jeu Christian Lano a été rouverte au terme d'une rénovation profonde et complète. Enfin, en décembre,
Nous avons achevé le programme de voirie 2019. Je ne citerai pas toutes les rues, elles sont très nombreuses, mais simplement 4 chantiers. Les trottoirs entre les Varneries et l'école de Coudou, le parvis du centre culturel et sportif, Saint-Ayoul, la route de Chaloutre vers l'hôpital avec enrobé, marquage au sol et réalisation de 2 plateaux surélevés. Et c'est le fruit, cher Patrick, d'une très belle coopération avec le conseil départemental. Et enfin, certains d'entre vous y sont sans doute garés ce soir, l'ouverture du parc de stationnement des Foires de Champagne, qui a été ouvert au public le 6 décembre, juste avant le spectacle, le magnifique spectacle de Philippe Candeloro, son autre patinoire, qui cette année a accueilli en décembre encore plus de monde que l'année précédente. Je m'en arrête là, vous comprendrez, pour 2019, qui, vous le voyez, a été une très belle année de réalisation pour notre territoire. 2019, c'est aussi au moins, au-delà, 3 bonnes nouvelles qui me conduisent à des remerciements appuyés. Vous savez que nous pourrions avoir 1000 raisons de remercier Christian Jacob, et pas seulement parce qu'à mes yeux, la fidélité et la reconnaissance sont des valeurs cardinales. Toutes ces raisons, vous les connaissez mieux que personne. En 2019, tout particulièrement, son implication et son aide ont été déterminantes dans 3 domaines. Celui de la défense à long terme de nos paysages, celui de la santé et celui du maintien des services publics. Le 28 février dernier, la préfète de Seine-et-Marne, qui, vous savez, va nous quitter, et je salue son action dans notre département, qui a été vraiment de très, très grande qualité. Le 28 février, donc, Madame la préfète a de fait rejeté le projet de parc éolien qui nous inquiétait beaucoup sur la commune de La Croix-en-Brie. Vous savez ce que nous en pensions, ce que nous pensions de ce projet qui a été inquiétant pour tout un territoire, et particulièrement pour Provins. Vous savez que la zone tampon UNESCO de Provins est un bien extrêmement précieux qu'il faut défendre. Je ne reviens pas sur les raisons de fond qui interrogent sur la pertinence économique, mais également sur la pertinence environnementale du modèle éolien. On en a beaucoup parlé l'année dernière. Merci en tout cas infiniment, cher Christian, de votre combativité sur ce dossier. Elle a été absolument cruciale. Même combativité, relayée par tous les élus du Provinois qui ont très vite compris les risques à moyen terme d'une inclusion de notre hôpital dans un grand groupement hospitalier de territoires qui aurait été éloigné et déshumanisé. Le 17 décembre dernier, le directeur général de l'Agence régionale de santé a signé l'arrêté constitutif du groupement hospitalier de territoire Provins-Est Seine-et-Marne. Léon Binet reste maître de ces décisions stratégiques. Ce groupement hospitalier est innovant avec 4 EHPAD et l'établissement public médico-social du Provinois, cher Ghislain, avec tous mes collègues du conseil de surveillance, en lien étroit de confiance avec le directeur du centre hospitalier et toute la communauté hospitalière, nous veillons à capitaliser sur cette décision qui n'était pas acquise d'avance et dont vous êtes, cher Christian, le premier artisan. Et puis, dernier exemple, il y a le vaste plan de restructuration du réseau des trésoreries voulu par le gouvernement. Le projet prévoyait qu'à Provins, on ne reçoive plus le public et que le comptable public, interlocuteur majeur des communes, soit supprimé. Oups. Autant dire une régression du service public, une régression très importante. Comment imaginer par exemple qu'un habitant de Louanville-Bruy-Fontaine, qu'un habitant de Monceau-les-Propres, qu'un habitant de Jouy-Châtel doivent se rendre à l'autre bout du département pour ses formalités fiscales et tout simplement payer la cantine par exemple. Je voudrais remercier chaleureusement la direction départementale des finances publiques, son directeur, M. Vallès, qui a saisi les enjeux territoriaux de cette décision. Il a confirmé le maintien de la trésorerie à Provins par le courrier du 29 octobre 2019. Merci à lui et à tous les élus qui, autour et avec Christian Jacob, ont mené ce combat important. Preuve une de plus que des élus engagés, c'est utile, plus que jamais utile. Qu'il me soit permis, à ce moment de cette cérémonie de vœux, au moment où le mandat municipal que nous exerçons s'achève, de remercier tous les élus communautaires et municipaux qui sont autour de moi. Tous les élus, au-delà de leur trajectoire personnelle, au-delà de leurs convictions, car ils ont tous chevillé au corps le sens de l'intérêt général et du service public, et une bonne dose de dévouement et de désintéressement. Merci de tout cœur, car c'est ce dévouement toujours qui est le fondement de l'action publique. Toujours. Des belles actions que nous menons, des bonnes décisions, faciles ou difficiles que nous prenons, des doutes également que nous avons aussi quand justement nous prenons des décisions. Merci à vous toutes et tous, merci à celles et ceux qui ont agi, œuvré, certains depuis de très longues années, qui ont décidé
que le temps d'engagement municipal s'achève. Merci aussi, évidemment, à celles et ceux qui ont choisi de poursuivre cette aventure au service de nos concitoyens. Merci à travers eux à tous les fonctionnaires et agents publics, car les élus, vous le savez, ne sont rien sans eux, ils sont le bras armé de l'action publique de proximité. On leur demande beaucoup, trop parfois. Leur manière de servir est exemplaire. Dites-le, surtout autour de vous, car ils contribuent à faire vivre la cohésion sociale, ils contribuent à ce que nos villes et villages soient tenus, et ils le sont, et que la République tienne debout. Je n'oublie pas nos pompiers, qui ont, je l'ai dit, notre soutien total à un mouvement de grève nationale qu'ils ont initié. Nos militaires de la gendarmerie nationale et nos policiers qui luttent contre la délinquance dans notre territoire, qui prennent des risques, soyez-en convaincus, au quotidien, et dont le sens des valeurs républicaines, l'éthique et la déontologie sont indiscutables. Une mention spéciale et reconnaissante pour les bérets rouges. Ils sont venus à Provins. Beaucoup d'entre vous les ont vus, croisés. Ils sont venus à Provins dans le cadre de l'opération Sentinelle, renforcer le dispositif de sécurité du marché médiéval de Noël. Ils étaient 27. Des héros, de vrais héros qui revenaient ou partaient au Sahel. Des jeunes hommes qui servent la France, qui servent la patrie. Je peux vous dire, pour les avoir suivis, que pendant leur patrouille, on voyait dans les yeux de nos concitoyens la fierté de les avoir à nos côtés pour nous protéger. Mon tout dernier mot sera pour le tissu associatif. Vous savez que ce tissu associatif est très vif, très fort à Provins. Croyez-moi, le bénévolat est un bien extrêmement précieux et fragile, il faut en prendre soin, car nous savons tous que sans les milliers de bénévoles associatifs de ce territoire et de cette ville, sans les centaines d'associations provinoises et du Provinois, la douceur de vivre ici ne serait pas ce qu'elle est. Justement, 2020, nous la souhaitons, je vous la souhaite, douce, sereine, dans la proximité des vôtres que vous aimez, et parce que dans le monde d'aujourd'hui, nous revendiquons ardemment d'être de quelque part, d'être ici, d'être d'ici. Nous la souhaitons douce à nos villages, à notre communauté de communes et à Provins. Je vous remercie. Alors je suis un peu arrivé en retard comme l'année dernière, mais ça ne se produira plus l'année prochaine, puisque comme ça a été dit, toutes les routes menant à Provins, alors passer à 90 km/h, je n'aurai plus d'excuses. Cher Olivier, dans tes propos, bien évidemment, tu as souligné l'engagement des élus, et je crois que c'est très important que les élus locaux s'impliquent. Il faut savoir que c'est essentiel pour la vie des territoires, au niveau des communes, bien évidemment, mais également au niveau des intercommunalités. Et on voit, au travers des réalisations que tu as égrenées, eh bien, que l'impact, que l'engagement, que la volonté des élus locaux, eh bien, peut faire comme création, comme amélioration, peut faire bouger les choses, bien sûr, avec les aides de la région, les aides de nos parlementaires. Et je crois qu'il faut bien avoir cette conviction, c'est que l'échelon local est essentiel. Et en cette fin de mandat, je crois qu'on peut applaudir l'ensemble des élus de votre secteur, eh bien, qui ont consacré beaucoup de temps, mais qui ont fait de très belles réalisations au seul service, à votre seul service. Vous pouvez les applaudir. Pour votre département, les élus locaux, les territoires, sont essentiels. Que serions-nous sans l'énergie locale, sans la volonté du territoire, sans leurs décisions, sans leurs réalisations? Parce que ce qui est bon pour les territoires, bien évidemment, est bon pour notre département et son attractivité. Il y a ce transfert que tu as évoqué, pour nous, du foncier bâti aux communes et aux intercommunalités. Il faut savoir qu'en Seine-et-Marne, le foncier bâti, c'est une taxe très attractive, puisque c'est un département très dynamique, où il y a beaucoup de construction, où il y a beaucoup d'investissements, et tous les ans, c'est une recette très importante. La TVA est en règle une recette beaucoup plus risquée, et qui ne montera pas dans les mêmes proportions.
Et ce qui nous inquiète en particulier, c'est qu'en cas de crise, au moment où il y aura des difficultés, les dépenses du département dont les compétences principales est la solidarité, c'est-à-dire l'aide aux personnes en difficulté, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La population consomme moins et les recettes de TVA diminuent. Donc on risque à un moment donné d'avoir une diminution de nos recettes alors que nos besoins, les besoins de la population, eh bien, seront plus importants. 2020 sera pour nous une très bonne année, puisque nous allons investir dans le département comme jamais nous avons investi. Plus de 250 millions d'investissements. Les investissements sur les routes, bien sûr, les collèges. Alors la fibre optique, alors je parle pas parce que le programme est privilégié de la fibre optique. Nous avions prévu que l'ensemble du département serait couvert en 2026. Et avec eh bien, les financements que nous avons remis, eh bien, tout le département sera couvert en 2023. Donc ça va être, comme tu l'as dit Olivier, quelque chose de formidable. Encore faut-il eh bien, que chacun s'approprie cette nouvelle technologie, la façon de la faire vivre et la façon de l'utiliser. Et au-delà de ces investissements extrêmement importants, eh bien, nous honorons bien sûr et nous assumons nos dépenses de fonctionnement. La solidarité, c'est la moitié du budget. L'APA pour les personnes âgées, le RSA, les personnes handicapées. Et au-delà de nos compétences obligatoires, nous poursuivons et développons nos compétences facultatives. Le sport, la culture, l'environnement. Parce que nous pensons eh bien, que cela fait partie aussi de la cohésion. Et c'est le rôle du département eh bien, d'aider les communes pour justement permettre aux associations en particulier de pouvoir vivre correctement et de développer leurs projets. Et puis, le grand facteur aussi, c'est la politique contractuelle. Olivier est le grand responsable. Nous avions des contrats pour les petites communes, le faire, et plus de 750 opérations ont été réalisées, donc ce qui est considérable. Parce que nous faisons en toute confiance avec les élus locaux, ce sont eux qui décident ce qui est bien pour leur commune. Nous n'intervenons pas dans les choix. Et puis, pour les intercommunalités, et nous avons créé maintenant le FAC pour les communes de plus de 2000 habitants. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2020. Là, vous avez choisi. Bien, écoutez, ravi de vous retrouver aussi. Donc, je pense qu'on a battu le record, Olivier, en participant à cette cérémonie de vœux depuis qu'on l'a fait ici au centre culturel. Je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu autant de monde, donc on va essayer de ne pas vous laisser trop souffrir. Vous savez, j'ai souvent l'habitude de dire le plus pénible en politique, c'est d'écouter les discours des autres. Donc, on va essayer d'éviter d'être trop pénible. Deux mots. Pour rebondir sur ce qu'évoquaient Olivier et Patrick, qui pour moi est essentiel, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est-à-dire la volonté à la fois du président de la République et du gouvernement d'avoir un acte, je dirais, hyper centralisateur. C'est-à-dire, quand je dis hyper centralisateur, c'est qu'on se déconnecte de plus en plus des territoires. Et ce qui vient d'être dit, c'est de déconnecter complètement les ressources des communes, ressources des départements, des compétences qu'ils ont exercées. Et de mettre en réalité nos collectivités territoriales sous la tutelle de l'État. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'État n'est pas toujours exemplaire en matière de gestion financière. Donc on voit la situation dans laquelle on va se retrouver très vite. La démonstration que faisait Patrick était pleine de bon sens à l'instant, de dire on va se trouver dans des périodes difficiles avec une augmentation des besoins au moment où les recettes vont être de plus en plus contraintes et sous la tutelle de l'État. C'est-à-dire que ceux qui ont exercé les compétences n'auront pas la capacité d'aller chercher les financements. Et c'est extrêmement grave sur la gestion de nos collectivités. Et cette déconnexion des territoires qu'Olivier expliquait à l'instant sera porteuse, je pense, à la fois de grandes difficultés, mais de plus en plus d'incompréhension lorsqu'il commençait son propos sur le consentement à l'impôt. C'est-à-dire que quand on ne voit plus le lien qu'il y a entre l'impôt qui est prélevé et la compétence qui est exercée, eh bien, ce consentement à l'impôt se fractionne de plus en plus. Et on a de plus en plus de tensions en disant à quoi ça sert de payer puisqu'on ne voit plus le lien qu'il y a avec les compétences qui sont exercées.
Et cette déconnexion, d'ailleurs, si on veut trouver un autre exemple vivant, c'est ce qui se passe en ce moment avec ce dossier des retraites, qui est quand même invraisemblable. On va être sur le dossier des retraites, c'est 300 milliards d'euros. Ça n'est pas anecdotique, c'est 15% du produit intérieur brut de la France. Eh bien, on en est arrivé à faire aujourd'hui, à nous expliquer qu'on va faire la réforme, si tant est qu'on puisse encore appeler ça une réforme, mais le faire, et on verra le budget après. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale, on en est à ce point, ne va pas pouvoir débattre sur le budget. On va lui dire, vous allez voter une réforme et le budget, on verra après. Mais on ne le verra même pas à cette lecture. C'est-à-dire qu'on attend une soi-disant conférence budgétaire. La conférence budgétaire, je peux vous dire comment elle va se terminer. Elle se terminera soit par une baisse des pensions, ce qui a déjà été le cas avec l'augmentation de la CSG, soit avec une augmentation des cotisations. C'est ça la réalité. Moi, je pense qu'il faut assumer les choses. Et assumer autour d'une valeur qui est simple, qui est celle du travail. C'est-à-dire qu'il y a la nécessité de travailler davantage. Et si on n'assume pas clairement, directement cela, eh bien on est dans cette ambiguïté actuellement. Et c'est ce qui a été fait avec ce fameux H pivot, qui ne veut rien dire. La réalité, le H pivot, c'est quoi? C'est une baisse des pensions, en réalité. Assumons les choses, prenons en compte la pénibilité, parce qu'il y a des métiers, je dis bien des métiers, pas liés à des statuts, des métiers qui sont plus difficiles que d'autres, et où il est légitime que des gens puissent prendre leur retraite plus tôt. Et ça, on peut très bien l'assumer, mais assumons le fait qu'il y a un allongement de la durée de la vie en bonne santé, et donc à partir de ce moment-là, si on ne veut pas, vous savez, on peut raconter toutes les histoires que l'on veut, mais le budget, il est simple. Soit on augmente les cotisations de ceux qui travaillent, soit on baisse les pensions de ceux qui sont à la retraite, ou alors on accepte l'âge. Moi, j'ai toujours assumé clairement les choses en prenant en compte, encore une fois, la pénibilité. Mais cette déconnexion du terrain que l'on voit sur les collectivités territoriales, on le voit aussi la manière dont cette réforme a été conduite. C'est quand même invraisemblable qu'on soit 1 mois et demi de blocage et aujourd'hui on ne sait plus où on en est. On dit bon, bah, tant pis, on va essayer de passer un texte et puis on verra bien le budget après. C'est comme ça qu'on est dans cette situation. On vient d'être classé, je ne sais pas si ça vous a échappé, mais on vient d'être classé le numéro 1 mondial, mais de l'OCDE sur les prélèvements obligatoires. On peut vous raconter ce que l'on veut sur les baisses d'impôts. La réalité, c'est les prélèvements obligatoires. C'est ce qu'on va chercher dans l'approche du contribuable chaque année. On est les champions du monde. On aurait préféré d'autres titres pour être champion du monde que celui-là. Avec une dépense publique qui continue à augmenter, avec une dette qui continue à augmenter et des réformes qui ne sont pas faites. Eh bien ça, c'est la déconnexion du terrain. C'est un État hyper centralisateur qui se déconnecte des réalités du terrain, qui s'est coupé des collectivités, qui s'est coupé des partenaires sociaux, qui s'est coupé du monde du travail, et on arrive effectivement à ce moment de blocage qui génère un énervement et une tension très forte dans la société que l'on ressent partout. Et aujourd'hui, ceux qui apportent des réponses à cela, eh bien ce sont les territoires et les collectivités territoriales. Et vous savez, la popularité des maires aujourd'hui dans l'opinion publique, ça n'est pas par hasard, c'est tout simplement parce qu'il y a cette proximité directe avec le terrain. Une action est menée, on voit à quoi sert, on la voit se réaliser, parce qu'il y a cette proximité. Plus on s'en éloigne, pire c'est. Et je pourrais prendre d'autres exemples, que vous m'avez déjà entendu citer, lorsque la seule catégorie de Français auxquels on interdit de siéger à l'Assemblée nationale, ce sont les maires ou les présidents de départements ou de régions, ça rentre toujours dans cette logique de déconnexion. Et c'est vraiment, pour moi, une fracture dans notre société qui est très grande. J'espère qu'on va pouvoir se sortir de cela, et notamment par le travail et l'engagement qui est celui de nos collectivités territoriales, à condition, effectivement, de laisser un peu d'espace de respiration. Or, on voit bien les risques qu'il peut y avoir. Je voulais pousser ce petit coup de gueule, d'abord ça me fait plaisir de le faire, et puis parce que je l'ai vraiment trop du cœur. Et puis en profiter aussi pour remercier chaleureusement nos élus municipaux de province, avec qui j'ai eu l'honneur de commencer ce mandat municipal, la confiance qu'ils m'ont apportée, tous nos élus communautaires, les maires de notre communauté de communes, les conseillers communautaires qui m'ont toujours aussi apporté toute leur confiance. Et puis vous dire à un moment où on approche d'échéances municipales, vous avez vu les tensions qu'il pouvait y avoir dans un certain nombre de communes, y compris dans notre département, entre ceux qui, parlementaires, ont été contraints de quitter leur mandat, ceux qui leur ont succédé. Vous savez, ici, non seulement il n'y a pas de tension, mais pour moi, la plus grande de mes fiertés,
c'est que nous ayons aujourd'hui un maire et un président de la communauté de communes de la qualité d'Olivier. C'est pour moi la plus grande. Partager cela parce que j'ai bien le sentiment que, au-delà de cette salle, c'est partagé sur notre bonne ville de Provins, mais aussi au sein de la communauté de communes. On voit ce qui a été réalisé en 2019, ce qui avait été réalisé l'année d'avant, et la manière dont ce projet municipal a été terminé. Mais au-delà de l'avoir terminé, il a engagé beaucoup d'autres choses et des réalisations qui viennent se faire cette année, tant au sein de notre communauté de communes que pour notre ville de Provins. Donc voilà, ce moment de fierté, je voulais vraiment le partager avec vous. Merci. Je voulais simplement vous demander encore quelques minutes de patience pour mettre à l'honneur, parce qu'on ne fait rien tout seul, nos médaillés et nos retraités. Vous pensez qu'il serait mieux avec ses autres médailles? Thierry Jallet. Et on achève cette série. Pour également 35 ans de service, Jean-Luc Sibrani. La démarche. Croissant de carrière à la ville de Provins. Je vais commencer par le sourire de l'accueil de la mairie, Muriel Bouchin. C'est qui l'approche? L'approche pendant longtemps, maintenant c'est un magnifique pendentif, la rose de Provins. Ah, il y a même un petit peu. J'appelle ensuite Florence Nave. Catherine Kenza.
Vous allez appeler maintenant quelqu'un qui a marqué le service fête et animation. C'est Dimon Paris. Il a amené ses 3 médailles.